Merci beaucoup Pierre-Olivier, donc merci infiniment d'être venu aussi nombreux pour cette réunion patient, c'est très important et en plus le fait qu'elle soit encore une fois adossée à ce congrès mondial de la sclérose en plaques, c'est très valorisant pour la Fondation ARCEP et ça montre le dynamisme de nos associations de sclérose en plaques en France et donc je profite pour remercier toute l'équipe de la Fondation qui se donne tous les jours un mal de chien pour que voilà on parle de la maladie. Alors, j'ai choisi un sujet un peu travaux pratiques aujourd'hui, si je puis dire, en sens que je suis persuadé qu'on fait vraiment des progrès dans une maladie quand des données de recherche, ça a des vraies conséquences dans les choix de vie. Et l'exemple de la vie de femme, vous allez voir au sens large du terme, et sclérose en plaques, c'est vraiment une très belle illustration. Vous allez voir, c'est une saga, c'est des épisodes, il y a eu tout plein d'étapes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément travaillé en termes de recherche clinique dans ce domaine, avec des publications très nombreuses, de nombreuses études, et on arrive aujourd'hui à assez bien conseiller les dames dans leur projet de grossesse, dans leur vie de couple. Vous allez voir, et vous allez vraiment donc comprendre combien c'est important au quotidien de recueillir des données pour après avoir de véritables recommandations qu'on peut proposer donc aux patients. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, déjà, c'est que globalement, la sclérose en plaques, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, ça n'a rien à voir. Vous allez dire que je fais de l'optimisme B1, mais néanmoins, c'est vrai. Il y a 20 ans, quand on prenait en charge une sclérose en plaques, c'était complètement différent. Les gens étaient très isolés, avaient donc une difficulté à mettre en œuvre ces projets de vie, en sachant que c'est une maladie qui va commencer chez le sujet jeune, donc où tout se met en place, hein, la vie familiale, la vie professionnelle. Et donc, il y avait vraiment donc, parfois des verrous qui se mettaient. Et je pense que néanmoins, au-delà des molécules qui ont quand même transformé la maladie, il y a eu tout l'environnement qui a changé. Et aujourd'hui, c'est vrai que de prendre en charge une sclérose en plaques au quotidien, si je puis dire, ça n'a strictement rien à voir à ce qui se passait il y a 20 ans. Donc pour dire quand même que, voilà, il faut y aller tonique, quoi, et donc avoir un optimisme. Et vous verrez que néanmoins, encore une fois, il n'y a pas que les molécules, il y a aussi tout le reste. Et cet exemple-là est un excellent exemple, vous allez comprendre. Alors, première chose, c'est que c'est vrai, la sclérose en plaques, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près, donc en France, c'est une personne sur 1000. Alors ça veut dire, un point important, une personne sur 1000, ça veut dire que vous connaissez forcément quelqu'un, je dirais si je prenais la société civile, quelqu'un donc qui a la sclérose en plaques dans votre entourage. On connaît tous à peu près 1000 personnes, et que ce soit quelqu'un de la famille ou un ami, c'est pour dire combien c'est important et intégré dans la société, cette pathologie, d'où encore une fois l'importance d'essayer de bien comprendre comment est-ce qu'on peut mener à bien ces projets de vie au tous les jours. L'autre chose, c'est que c'est vrai, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a des facteurs de susceptibilité, c'est-à-dire soit des choses exogènes, des choses de l'environnement qui peuvent favoriser le déclenchement de la maladie, mais aussi des choses endogènes au niveau du génome, au niveau de sa composition en ADN, donc il y a une espèce de mélange des deux, et puis donc la maladie va se créer. Et c'est vrai que ces facteurs de susceptibilité, parfois, on a du mal à affirmer avec certitude qu'ils sont vraiment impliqués dans le déclenchement de la maladie. N'empêche qu'il y a des choses qui sont certaines, et c'est pourquoi je vous demande de bien penser à ça. Peut-être l'élément le plus solide dans la sclérose en plaques sur le plan de la susceptibilité, c'est la différence entre les sexes. Et ça, c'est un point qui est important, c'est vraiment une maladie prédominante chez la femme et préférentiellement chez la femme jeune. Et quand vous mettez tous les facteurs de susceptibilité qu'on peut être amené à étudier, c'est probablement la chose qui est la plus solide, la plus costaud, si je puis dire, et qui est source bien évidemment de recherche, de se dire que vraiment c'est une maladie de la femme jeune et on va essayer de décliner tout ça. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on observe ces dernières décennies, si je puis dire, c'est que, donc, entre les années 40, 50, 60 et maintenant, il y a eu une véritable révolution, un coup de tonnerre sur l'épidémiologie de la sclérose en plaques. Et vous allez comprendre, dans les années 50, 60, il y avait 2 femmes atteintes de sclérose en plaques pour un homme. Et depuis quelques années, vous avez 3 femmes atteintes pour un homme. Alors ça paraît, voilà, un chiffre. Il n'y a pas d'équivalent dans d'autres maladies. On ne sait pas ce qui s'est passé pour avoir cette modification de ce qu'on appelle, nous, le sexe ratio. Mais en termes d'épidémiologie, c'est-à-dire on étudie la distribution des maladies, c'est une véritable révolution, c'est une tempête.
Alors vous comprenez, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose pendant toutes ces périodes. Que s'est-il passé? Quelle en est la raison? Pourquoi est-ce qu'on a une prédominance donc plus importante chez les femmes que chez les hommes? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est les modifications hormonales? Est-ce que c'est la contraception? Est-ce que c'est les habitudes de vie? Donc vous pouvez comprendre combien cette modification de la répartition entre les sexes est une source de recherche très importante. Essayez de comprendre ce qui se passe. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est valable dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, on a observé cette augmentation de la fréquence de la sclérose en plaques chez les femmes par rapport aux hommes. Bon, il y a deux exceptions. Il y a en Tasmanie du Sud, mais Tasmanie du Sud, vous savez, c'est le pôle Sud, c'est les Esquimaux, c'est les pingouins, tout ça. Donc c'est un peu particulier. Et puis aussi en Scandinavie, où c'est un peu différent, parce qu'en Scandinavie, ils ne fonctionnent pas forcément comme nous en termes de répartition de la maladie. Mais néanmoins, ça c'est quelque chose d'extraordinaire d'observer ça et de vous dire que dans ces 50 dernières années, il s'est passé quelque chose. La deuxième chose qui est fascinante, c'est que cette modification donc, du sexe ratio de 2/1 à 3/1, c'est observé que dans les formes rémitantes, c'est-à-dire dans les formes à pousser. Les formes progressives dont on a parlé tout à l'heure, donc qui commencent en général plus tardivement, donc les formes primitivement progressives, c'est à peu près 15 à 17% des cas, vous n'avez pas cette augmentation du ratio chez la femme. Donc pour vous dire que, vous voyez, la phase plutôt inflammatoire, pendant ces 50 dernières années, eh bien, il s'est passé quelque chose, donc, quelle en est exactement la raison? Mais c'est, vous voyez, une source de recherche très importante, en particulier par rapport aux hormones féminines, aux hormones sexuelles féminines. Alors, la SEB, on ne va pas revenir 50 fois, vous avez bien compris. Donc, la sclérose en plaques, c'est la forme la plus classique. Donc, on a le début de la maladie. On sait très bien que quand on repère la maladie, elle a déjà commencé bien avant. D'accord, puisqu'en IRM, on voit déjà des lésions. Et puis après, donc, vous avez après 15 ans les gens qui sont en forme plutôt progressive. Mais quand vous voyez ce schéma, donc avec des mécanismes différents, plus d'inflammation au début, plus de neurodégénérescence à la fin, eh ben, vous avez aussi toutes les étapes de la vie d'une femme. C'est-à-dire vous avez les formes pédiatriques au début quand les petites filles sont petites filles, quoi, voilà. Et puis après, il y a la puberté qui va se passer. Donc, pas loin du début de la maladie, ou en tout cas du repérage de la maladie adulte jeune, et puis après éventuellement, donc il y a les grossesses, après donc il y a la ménopause. Donc pour dire que quand on voit l'évolution de la maladie, eh ben, il y a aussi toutes les étapes de la vie de femme qui intervient, peut-être dans le déclenchement, peut-être dans les périodes de grossesse, on va en redire un petit mot bien sûr, et puis donc éventuellement dans l'évolution tardive. Alors juste un petit point, parce que je mets une petite note d'optimisme dans tout ça. S'il y a un avantage dans la sclérose en plaques, bon, le mot est c'est peut-être pas le meilleur mot, mais je le dis quand même. Il n'y a pratiquement pas de maladie chronique du sujet jeune où il n'y a pratiquement aucune précaution à prendre dans la vie de tous les jours. Et donc moi, ça, j'insiste beaucoup. Donc on a déjà vu sur le sport, les voyages, même les vaccins. Je fais exprès d'appuyer sur voilà, où ça fait mal. Mais donc voilà, donc le stress, etc. N'empêche qu'aujourd'hui, on n'a pas de preuve scientifique qu'il y a une manière de vivre qui est contre-indiquée ou plutôt à favoriser dans la sclérose en plaques. Eh bien, mon grand message de ce que je vais vous dire tout maintenant, il en est de même pratiquement dans les projets de vie de femme. Alors c'est peut-être, oui, ça fait un peu Marie-Claire ou un peu elle, mon vie de femme, il faut que je trouve un autre mot, mais enfin voilà. Mais néanmoins, et je dis ça en riant, mais l'installation des projets de vie, ils doivent se faire pratiquement comme une femme normale, et je vais vous montrer tous ces éléments-là. Mais je répète, ça va avec les mêmes autres éléments de la vie quotidienne. Alors, CEP et hormones. Alors, les hormones sexuelles, c'est très compliqué, en fait, sur le plan donc, biochimique. Déjà parce que ça s'overlappe, ça agit partout, ça a un rôle sur le plan neurologique extrêmement important et qu'on a du mal à comprendre, en ce sens qu'on ne sait pas bien, donc c'est très dépendant des doses, c'est dépendant des récepteurs, il y a des fois ça a des effets plus et des fois des effets moins, on a énormément de mal à synthétiser. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça fait indéniablement des choses, en particulier dans le cerveau. Puis alors, il y a des exemples classiques. On parlait tout à l'heure du modèle de sclérose en plaques souris, qu'on appelle l'encéphalomyélite allergique expérimentale. Eh bien, il y a des trucs amusants, c'est que quand vous avez donc vous déclenchez cette maladie expérimentale chez la souris, eh bien, par exemple, on sait qu'elle a tendance à être atténuée pendant la grossesse. Et donc, on a des marqueurs d'immunologie qui se modifient pendant la grossesse. Donc, pour dire que déjà, sur un modèle animal, on sait que la grossesse, ça fait des choses, en tout cas, sur l'évolution classique d'un modèle animal. Donc, pour vous dire, encore une fois, on a des éléments, encore une fois, qui prouvent que les hormones sexuelles ont indéniablement un rôle au sein du système nerveux central.
Et puis alors nous, dans notre contexte, comme je disais, donc il y a toute la vie de femme qui va accompagner toutes ces étapes de vie de femme au décours de la sclérose en plaques. Donc ça va aller de la puberté au cycle menstruel, à la contraception, éventuellement à la stimulation ovarienne quand les bébés ont du mal à arriver, à la grossesse et à la ménopause. Et en fait, cet enjeu, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette notion de recherche clinique, c'est qu'il va falloir pouvoir conseiller de façon pertinente, fort d'informations scientifiques précises. Je répète, dans notre activité quotidienne, quand vous annoncez le diagnostic de sclérose en plaques, en général, dès la deuxième consultation, les dames vous disent « Ah, mais est-ce que je pourrais faire des bébés ? Comment ça va se passer pour la grossesse ?» Encore une fois, on a des personnes qui sont en pleine période de projet de vie, et donc l'enjeu est très important. C'est pourquoi, encore une fois, on a fait énormément d'efforts dans le monde entier pour essayer de répondre à ces questions, et vous allez voir que maintenant, on a des idées globalement assez claires par rapport à ces sujets. Premier truc, il faut bien comprendre qu'il se passe des véritables orages hormonaux pendant donc toute cette période de vie de femme, encore une fois. Donc avant la puberté, c'est vrai que c'est plutôt tranquille, les hormones sexuelles, et donc avec pratiquement quelque chose d'équivalent sur le plan du sexe ratio, c'est-à-dire qu'il y a les scléroses en plaques pédiatriques, vous savez, c'est à peu près 5 à 6% des scléroses en plaques qui commencent à l'âge pédiatrique, un petit peu moins, en sachant que là, pour le coup, vous avez autant de petits garçons que de petites filles. Donc pour vous dire encore une fois que c'est probablement au moment de la puberté, ou alors là les hormones arrivent, où il se passe probablement quelque chose. Et puis après, donc on a pendant la grossesse, bien évidemment, les dames enceintes baignent dans leurs hormones sexuelles, qui vont ensuite diminuer après l'accouchement, et puis après la ménopause, on va avoir une diminution. Donc pour dire que dans la vie de femme, vous avez des énormes variations par rapport aux hormones. Et comme vous avez remarqué, donc comme je l'ai dit, les histoires du sexe ratio sont assez dépendants de l'âge, en fait, où la maladie va se déclencher. Alors par exemple, la puberté, ce qui est très intéressant, ce que je vous ai dit, c'est qu'avant la puberté, vous avez pratiquement autant de garçons que de filles qui déclenchent la sclérose en plaques. Et au moment de la puberté, c'est là que ça commence. Donc vous commencez à avoir 2 filles pour un garçon, et encore une fois, ça va continuer. Donc pour vous dire qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Le cycle menstruel, alors ça c'est très compliqué, parce qu'en plus ça revient tous les mois, donc c'est pas toujours facile à analyser, mais néanmoins, donc il y a eu quelques petits travaux qui avaient tendance à montrer que les poussées étaient préférentiellement plus fréquentes donc dans la période prémenstruelle, c'est-à-dire dans la semaine qui précédait les règles, avec quelques éléments en IRM un petit peu contradictoires, mais en sachant qu'encore une fois, c'est toujours très difficile d'analyser donc le fonctionnement donc des hormones sexuelles, en particulier avec des dosages sanguins, mais néanmoins avec une tendance quand même avec des poussées qui sont un peu plus fréquentes en début, donc juste avant un cycle menstruel. L'autre chose très importante, c'est la contraception orale. La contraception orale, par définition, donc on va donner des hormones. Et donc, une des grandes questions, femmes jeunes, c'était de dire, femmes jeunes d'une part, et puis souvent, nécessité de contraception orale avec les traitements qu'on est amené à utiliser. Est-ce que c'est délétère dans la sclérose en plaques de proposer la contraception orale ? Beaucoup d'études ont été menées dans le monde entier. En particulier, je pense que les meilleures études sont allemandes, australiennes et américaines sur ce sujet. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, et de façon très synthétique, c'est que vraiment, on se retrouve dans la même situation qu'une femme normale. C'est-à-dire que la contraception orale n'a absolument pas d'effet négatif, ni positif, parce qu'on aurait pu le penser aussi, c'est éventuellement envisageable, donc chez une jeune femme donc, qui est porteuse d'une sclérose en plaques. Donc pour dire, on se retrouve dans la même situation qu'une jeune femme, la contraception peut être prise avec encore une fois les mêmes précautions, mais inhérents donc, à toutes les jeunes femmes, mais vraiment pas d'argument pour penser que ça aggrave ni améliore donc, la sclérose en plaques. Autre chose qui nous avait beaucoup intéressé, c'est les stimulations ovariennes. La dame veut faire des bébés, ça ne marche pas. Bon, voilà. On a, vous savez, beaucoup maintenant de stratégies thérapeutiques pour favoriser la stimulation ovarienne, donc pour qu'il puisse y avoir une ovulation. Et il y a eu plein de produits différents utilisés. Et on avait repéré qu'avec un produit, donc, qui s'appelait le Clomid, qui avait une action plutôt anti-œstrogénique, c'est-à-dire plutôt à baisser de façon globale l'apport d'œstrogène, et il y avait une réactivation des poussées. C'est-à-dire que des gens qui étaient plutôt calmes, on leur proposait donc cette stratégie thérapeutique, et puis ils se remettaient à refaire des poussées avec ce Clomid, en sachant que donc on avait fait après une série plus importante, et on avait remarqué que donc, vous voyez, pendant les 3 mois qui suivaient cette stimulation ovarienne, les dames avaient tendance à faire plus de poussées.
Donc ce qui était, en plus, encore une fois, des périodes calmes, et donc ça réactivait après. Alors, pour vous montrer comment ça marche, la recherche clinique, on observe quelque chose, on se dit, tiens, c'est bizarre, il faut qu'on valide. On valide sur un grand groupe de patients, et puis après, on affine. Et puis après, donc, on a été un peu plus loin. Il y a plusieurs techniques, je ne vais pas entrer dans les détails. On a des techniques avec des médicaments différents qu'on peut utiliser dans ces situations de stimulation ovarienne. Et ben, on sait maintenant qu'il faut privilégier une stratégie thérapeutique, donc plutôt donc les antagonistes de GnRH, plutôt que les agonistes, qui, eux, pouvaient générer donc, ces complications de réactivation de poussée. Donc pour dire que c'est tout à fait possible, bien sûr, de proposer une stimulation ovarienne, mais on va être amené à proposer donc, des traitements, des schémas thérapeutiques qui sont différents et des molécules différentes. Donc vous voyez, c'est exactement comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment de la recherche clinique, mais ça permet après ensuite d'avoir des stratégies précises par rapport à ce genre de problématiques. Alors la grossesse, donc hein, vous avez vu, j'ai mis le début, le avant, là c'est l'apogée, c'est la grossesse. Alors la grossesse, c'est un sujet absolument fascinant, grossesse et sclérose en plaques. Et une chose qu'il faut que vous sachiez pour les plus jeunes, c'est que jusque dans les années 50, les neurologues contre-indiquaient aux jeunes femmes qui étaient porteuses de sclérose en plaques de faire des bébés. Il y a eu des milliers de petits qui sont pas nés parce qu'on disait ça. Et ils n'avaient pas tort, les neurologues de cette époque-là, pensant que ça pouvait réactiver la maladie. Donc, de bonne foi, ils disaient, voilà, on préfère ne pas donc, se lancer dans une grossesse dans cette situation-là. Dans les années 80, il y a des neurologues qui se posent des questions, disant après tout, est-ce que c'est scientifiquement pertinent ou est-ce que c'est voilà, des espèces d'idées qu'on garde et qui sont probablement fausses. Et donc c'est à partir des années 90 que les choses ont complètement changé, où on a donc fait des études larges et que je vais vous montrer rapidement. Mais pour vous dire, encore une fois, vous voyez, on croit des choses. Et puis, tant que tu n'as pas été de façon scientifique et rigoureuse essayer de travailler sur le sujet, eh ben, tu peux dire des bêtises dramatiques. Et alors, donc, classiquement, ce que je vous ai dit, le problème de la grossesse, c'est absolument fondamental. Hein, c'est une question qui arrive dès la deuxième consultation, avec donc des questions qui portent sur la patiente elle-même, en disant est-ce que ça va aggraver ma maladie, etc. Sur l'enfant, est-ce qu'il y a un risque qu'il ait la maladie, est-ce qu'il y a un risque pour l'accouchement, est-ce que je vais avoir des problèmes avec mes traitements. Donc, ça lève énormément de problématiques. Et encore une fois, je répète, chez des gens qui sont en train d'installer leur vie. D'où l'importance d'avoir des réponses qui soient précises. Alors là, oui, je ne sais pas, c'est très palo. Par exemple, il y a une question, là, ce n'est pas notre sujet vraiment aujourd'hui, mais c'est la relation quand on a quelqu'un dans sa famille qui est porteur d'une sclérose en plaques, donc le risque d'avoir une sclérose en plaques. Alors par exemple, vous voyez en bas, c'est le risque de la population générale, donc si vous arrivez à lire, le général population, et bien quand vous voyez donc les parents, donc c'est au milieu à peu près, vous apercevez que le risque qu'un enfant donc ait la sclérose en plaques, quand l'un des deux parents a la sclérose en plaques, il est un petit peu augmenté, c'est vrai, mais pas très loin de la population générale. Donc ça, c'est une question, c'est un point qui est important. Certes, il y a une petite augmentation, ce serait un mensonge de dire le contraire, mais on est quand même assez proche de la population générale. Pareil, quand vous avez un frère ou une sœur qui a la sclérose en plaques, vous avez un risque qui est un petit peu augmenté, mais encore une fois, qui n'est pas énormément augmenté par rapport à la population générale, probablement un peu plus que quand c'est un des deux parents qui atteint de la maladie. Donc voilà le genre de questions qui sont posées, et encore une fois, ça c'est des résultats d'études. Alors, pour madame, pour la malade, donc le fait de faire des bébés, est-ce que ça a un effet sur l'évolution de la maladie ? Alors, pour madame, j'ai pris donc une étude finlandaise. Vous savez, en Finlande, ils ont des réseaux, ils ont des registres où, voilà, vous avez un corps au pied, c'est marqué tous les Finlandais, il y a le registre des corps au pied, il y a le registre de... voilà, on a tous les malades et c'est remarquable parce que vous avez toutes les données vraiment médicales. Et le registre finlandais, donc ils ont vraiment étudié donc les malades porteuses d'une sclérose en plaques, et puis par rapport donc à la population générale. Alors il y en a plein d'autres d'études, mais celle-là est vraiment une très bonne étude. Et comme ça, on a regardé ce que ça faisait, si vraiment il y avait un risque pour la patiente et pour le bébé. Alors déjà, la première chose, donc ça c'est des trucs un peu compliqués, mais on va aller rapidement. Le fait de faire des bébés, ça n'aggrave pas, ça n'accélère pas l'arrivée d'un handicap permanent, voire même au contraire. On a l'impression que les dames qui ont fait plusieurs enfants ont plutôt tendance à évoluer probablement un peu plus lentement.
il y a des études qui sont discordantes. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'avoir des enfants, en tout cas, n'accélère pas la production d'un handicap permanent. Donc ça, c'est une notion très importante. Je vous dis, certains, donc en particulier les Scandinaves, pensent que même eux, ça ralentit la progression du handicap dans les 20 ou 30 ans qui suivent. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ça n'aggrave pas, contrairement à ce qu'on a dit jusque dans les années 50. C'est le message que je voulais faire passer là. Deuxième chose pour la dame. La dame, donc, qui fait son bébé, donc là, vous voyez, c'est en anglais tout ça, mais donc c'est les Finlandaises enceintes versus les Finlandaises enceintes CEP contre les Finlandaises enceintes pas CEP. Et on regarde donc toutes les données donc sur donc comment se passe la grossesse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des complications de la grossesse, que ce soit le diabète, que ce soit l'éclampsie, que ce soit la prématurité, etc. Et vous apercevez que c'est exactement pareil. Donc la patiente CEP par rapport à la patiente non CEP, il n'y a pas de risque obstétricaux augmenté. Donc vraiment très important, et donc d'autres études vont dans ce même sens. Même chose quand vous allez plus loin, c'est-à-dire que vous regardez l'accouchement. Donc j'ai dit sur la santé de la patiente, c'est vraiment pareil qu'une autre dame. Et sur les données donc d'accouchement, c'est exactement pareil. Qu'elles aient des césariennes, des épidurales, qu'elles aient voilà donc des histoires de problèmes de cordons, de choses comme ça, vous avez absolument aucune modification entre le grand groupe donc de Finlandaises non CEP par rapport aux patientes CEP. Donc vraiment dire une grossesse qui est menée de la même façon pour la patiente que vous ayez une CEP ou que vous n'ayez pas une CEP. Pour le bébé maintenant. Pour le bébé, eh ben les bébés, c'est pareil. Ils sont aussi en aussi bonne forme, qu'ils soient de maman CEP ou de pas maman CEP, en sens que donc ils ont à peu près le même poids. Il n'y a pas plus de morts in utero, enfin voire à l'accouchement. Donc vraiment, ils sont vraiment dans la même. Il n'y a pas plus de malformation. Donc autant dire que ce soit la maman ou l'enfant, merci, tout le monde va bien. C'est exactement pareil qu'une population normale, sur des séries très grandes et donc avec encore une fois une certitude et une cohérence entre les différentes études qui ont travaillé sur ce sujet. Alors l'autre point, donc vous le savez, c'est donc le problème donc des poussées après l'accouchement. Et donc le souci, enfin une des raisons pour lesquelles les neurologues dans les années 50 disaient on ne va pas préconiser que la grossesse démarre parce qu'ils avaient repéré éventuellement ces poussées du postpartum. Donc ça partait d'une bonne intention. Et ça c'est une étude ancienne donc qu'on avait menée sous la direction du professeur Confavreux à Lyon, où on avait regardé donc les dames, donc les grossesses donc européennes de patientes sclérose en plaques, et puis de voir un peu quelle était véritablement l'évolution, la fréquence des poussées, donc après une grossesse. Et donc vous connaissez peut-être ce schéma, c'est-à-dire que là vous avez la fréquence des poussées donc dans l'année qui précède la grossesse. Là vous avez la grossesse, vous allez avoir une diminution de la fréquence des poussées qui atteint 70% au 3e trimestre. C'est mieux que tous les traitements qu'on vous a montrés quasiment, le 3e trimestre de grossesse. Il y a d'ailleurs des dames qui n'attendent pas le retour de couche. Elles t'en font et ça recommence et ça recommence. Mais n'empêche que c'est extrêmement spectaculaire. Donc vous avez vraiment donc une réduction de la fréquence des poussées tout à fait spectaculaire. Et puis donc dans les 2 mois qui suivent, 3 mois qui suivent l'accouchement, vous avez 27% des patientes qui refont une poussée. Pas 100%, j'ai dit 27%. Et puis l'année d'après, on revient à son niveau de poussée précédent. Quand vous étudiez l'année grossesse, c'est-à-dire les 9 mois de gestation, je ne sais pas comment on disait, ça fait un peu vétérinaire gestation, enfin les 9 mois de grossesse, plus les 3 mois du postpartum, vous avez autant de poussées que l'année avant ou que l'année après. Simplement, ça veut dire que probablement la grossesse retarde le moment où la poussée aurait dû survenir. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important sur le plan de la compréhension de ce mécanisme. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas d'équivalent. Enfin, par exemple, par rapport à la stratégie des traitements, je vous dis, c'est vraiment une intensité qui est tout à fait remarquable, quoi. Alors, une des raisons probables, très simpliste, mais c'est, vous savez, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant la grossesse, la dame, elle baigne dans ses hormones sexuelles, œstrogènes et progestatives, qui va mettre le système immunitaire dans un statut particulier, qui aurait comme objectif, si je puis dire, de tolérer la moitié du fœtus qui vient du mari, enfin, ou du monsieur, qui est immunologiquement étranger, et donc une espèce de statut de tolérance. Le seul problème, c'est que la dame, elle accouche. Donc quand elle accouche, si je puis dire, donc elle perd son placenta, le bébé sort, voilà, et donc vous allez avoir une vraie modification du statut immunitaire, les hormones sexuelles tombent complètement, et à ce moment-là, ce statut
en gros de pseudo-tolérance, et encore une fois c'est de l'immunologie de concierge que je fais, mais néanmoins vous retrouvez quelque chose d'assez brutal, les hormones tombent, il y a une grande modification, et à ce moment-là le statut immunitaire revient à son niveau de base, ce qui fait qu'à ce moment-là vous avez une réactivation inflammatoire et une poussée qui survient. C'est un peu le principe. Alors, déjà, 5 minutes, il me dit, voilà, Pierre-Olivier, donc dire sur le handicap, donc les grossesses, ça n'aggrave pas le handicap. Alors, juste un petit point, c'est que, encore une fois, on a du mal à prévenir, à savoir quels sont les 27% des dames qui vont faire des poussées du postpartum. On a travaillé beaucoup pour savoir quels sont les facteurs qui sont prédictifs de poussée du postpartum. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que les gens qui ont fait des poussées en début de grossesse, beaucoup de poussées l'année avant la grossesse, ou un handicap qui est un petit peu élevé, seraient probablement un peu plus candidates, mais on est incapable de prédire avec certitude que les dames vont faire des poussées après l'accouchement. Alors c'est vraiment important de dire ça, parce que vous savez qu'on a parfois des stratégies thérapeutiques au moment de l'accouchement pour essayer d'éviter les poussées. Mais on ne peut pas le donner à tout le monde, parce qu'on sait qu'il n'y a que 27%. Ça veut dire que vous avez 73% de dames qui n'en auraient pas besoin. Mais ça nous arrive parfois de faire de la cortisone, par exemple, des corticoïdes, un flash de corticoïdes, le lendemain de l'accouchement, voire certains faisaient des immunoglobulines intraveineuses, et donc voir ce que ça donnait. Donc, mais globalement, donc, aujourd'hui, on le fait au cas par cas, parce qu'on n'a pas de certitude que ça marche pour toutes les patientes. Alors par contre, on s'est dit, comme je vous ai dit, l'histoire de la grossesse et des hormones, peut-être que de mettre des hormones, c'est génial. Si vous mettez des hormones sexuelles, peut-être qu'on va maintenir ce statut favorable de la grossesse, de tolérance, entre guillemets. Et donc on s'est dit, on va donc donner tout de suite après l'accouchement des hormones sexuelles, à savoir des œstrogènes et de la progestérone. Alors on a fait une étude coordonnée par Sandra Vukusic à Lyon. Donc on a utilisé donc de la progestérone et des œstrogènes qu'on a donné aux dames dans les suites, si je puis dire, de l'accouchement. Et en espérant qu'on maintenait ce statut hormonal favorable. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc pour vous dire encore une fois la complexité des hormones sexuelles, c'est-à-dire qu'on a remarqué que vous donniez des hormones ou pas, vous aviez à peu près le même taux de poussée du postpartum. Donc pour vous dire encore une fois la complexité de ces hormones sexuelles. L'allaitement, juste un petit mot pour l'allaitement. L'allaitement, en tout cas dans ces études, donc en général très scandinaves, elles sont très à allaiter, les dames scandinaves, globalement le fait d'allaiter n'aggrave pas la maladie. Chose très importante. Il y a des gens qui disent que ça améliore, il ne faut peut-être pas les pousser le bouchon trop loin, mais néanmoins, en tout cas, il n'y a pas de certitude que ça aggrave la maladie d'allaiter, donc après un accouchement. Chose très importante parce que récente. Les interventions, donc là, les épidurales, donc au moment de l'accouchement. Donc on a des études récentes qui montrent avec certitude pratiquement maintenant que le fait d'avoir une épidurale, donc vous savez que les péridurales au moment de l'accouchement, donc qui souvent les anesthésistes sont un peu méfiants quand il y a une sclérose en plaques, pensant que la moelle n'est pas très loin. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes les dernières études récentes montrent que le fait d'avoir une péridurale ou pas n'est pas un facteur qui va déclencher plus les poussées du postpartum. Donc la péridurale est tout à fait autorisée pour accoucher dans la sclérose en plaques. Pareil pour la césarienne. Qui est césarienne ou pas césarienne, vous ne faites pas plus de poussées après. Donc c'est vraiment des informations très importantes et qui sont pour le coup, ça, très récentes. Ouais, dernier petit point, il y avait un petit point, donc les gens, donc sclérose en plaques, souvent disaient, moi ça m'embête d'accoucher par voie basse parce que j'ai peur d'aggraver mes troubles urinaires. Et donc il y avait un moment toute une mode de faire des césariennes chez les scléroses en plaques en disant comme ça après probablement que ma vessie tiendra le mieux et j'aurai moins de troubles urinaires. En fait c'est complètement faux. On a l'impression que le fait de faire une césarienne ou pas de césarienne ça ne changeait strictement rien. Donc pour dire que si les dames doivent accoucher par voie basse, même qu'elles aient une sclérose en plaques, elles accouchent par voie basse. Juste un tout petit mot sur les traitements parce qu'on a parlé tout à l'heure. La grande révolution, la chose très importante, moi je dirais, de ces dernières années par rapport au plan thérapeutique et grossesse, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des médicaments qu'on peut maintenir même pendant la grossesse. Monsieur Duquette en a parlé tout à l'heure pour la Copaxone, mais même parfois donc des médicaments que vous pouvez donc autoriser le désir de grossesse et sitôt que la dame est enceinte, éventuellement vous arrêtez le traitement, genre les interférons. Ça montre globalement combien donc on est rassuré sur le plan de la fétotoxicité. Donc encore une fois, il y a toute une stratégie à réfléchir, de savoir comment est-ce qu'on gère le médicament au moment de la grossesse, mais néanmoins, on peut mener à bien un désir de grossesse sous traitement, quitte à ce qu'on le poursuive pendant la grossesse ou qu'on l'arrête.
Donc pour dire qu'en conclusion, vous voyez que les grossesses globalement d'une patiente sclérose en plaques, c'est pratiquement une grossesse d'une dame normale, il n'y a vraiment pas de particularité. C'est vrai qu'il y a quand même des questionnements, à savoir la prévention des poussées du postpartum, ça c'est un point qui est important, sûrement pas pour tout le monde, à qui le proposer on a du mal à définir. La poursuite du traitement immunomodulateur type Copaxone pendant la grossesse, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il faut arrêter alors qu'on sait que la fréquence des poussées baisse pendant la grossesse? Et puis un point qui est très important, c'est quand est-ce qu'on reprend le traitement à la fin, donc après l'accouchement. Et là, les tendances sont maintenant assez bien connues aujourd'hui, où on pense en fait que globalement, il faut reprendre le traitement assez rapidement, donc après l'accouchement. La ménopause, on sait très peu de choses sur la ménopause. On ne sait pas vraiment quel est le rôle. Est-ce qu'il y a une relation entre les hormones sexuelles et donc l'évolution de la sclérose en plaques, donc les hormones sexuelles qui tombent pendant la ménopause? On n'en sait strictement rien pour une raison simple, c'est que souvent les dames sont plutôt en forme progressive à ce moment-là et qu'on a du mal à conclure avec certitude quel est véritablement le rôle de la ménopause sur la fréquence des poussées, parce qu'en général à cet âge-là, il n'y en a plus, et puis en plus sur l'évolution du handicap. Donc pour vous dire simplement que vous voyez que la vie de femme, aujourd'hui, on arrive à donner des réponses précises, et encore une fois, chez des gens qui sont en train d'installer leur projet de vie, et c'est très important, et c'est l'importance, encore une fois, de la recherche clinique. Et donc, il reste quelques questions donc, à répondre, mais je crois que globalement, déjà, vous voyez combien on a avancé. Encore une fois, il y a les traitements de fond, le truc très noble et tout, mais aussi pour les projets de vie dans la vie quotidienne. Merci. Merci beaucoup Thibaut. Des questions? Oui. Madame, oui, voilà. Voilà, le micro est derrière vous. Pardon. Bonjour, je suis ici. Je suis sous interféron bêta depuis 1 an et demi, et donc j'aimerais savoir si ça peut gêner pour justement une grossesse, si ça peut amener des avortements prématurés ou pas. Et puis aussi, étant donné justement le risque de pousser après l'accouchement, est-ce que vous préconisez de reprendre directement le traitement après l'accouchement, ou est-ce qu'un allaitement est envisageable quand même et prendre le traitement après, vous me refaites toute la vie de femme là pour le coup. Hein. Voilà. Je fais toute la vie de la grossesse, je pense, avant, après, pendant. Alors, par rapport à l'interféron bêta, maintenant la stratégie que font la plupart des neurologues, c'est qu'on maintient le traitement, c'est-à-dire la dame dit je veux faire un bébé, donc on lui dit de faire ce qu'elle a à faire, si je puis dire, et quand elle est enceinte, à ce moment-là, donc on arrête le traitement. C'est en général maintenant ce qu'on fait, donc pour vous dire encore une fois combien on est sécurisé donc par rapport à ce traitement-là. Donc ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est après l'accouchement, quand est-ce qu'on reprend? Alors, c'est vrai que je vous ai dit, globalement, le traitement de fond, on essaie de le reprendre le plus tôt possible après l'accouchement. Il est probable néanmoins que quand vous reprenez l'interféron après l'accouchement, comme ça met un certain temps à agir, l'interféron probablement 3 à 6 mois, on ne sait pas exactement, mais en tout cas plusieurs mois, on n'est probablement pas préventif de la poussée éventuellement du postpartum. C'est pourquoi souvent on fait de la cortisone, je vous ai dit, qui a une action plutôt immédiate, anti-inflammatoire, tout de suite après l'accouchement, quitte à reprendre l'interféron, donc voilà, dans les semaines qui suivent, quoi. Après allaitement et traitement, alors c'est assez discuté, il n'y a pas de recommandations très précises, et puis donc après il y a la volonté de la patiente. Souvent il y a des allaitements de courte durée, donc à ce moment-là on peut très bien différer la reprise du traitement. Il y a certains traitements qu'on peut autoriser pendant l'allaitement. Autre question? Oui. En fait, ma question ne concerne pas tout à fait ça. Mais voilà, je suis sous Rebif 22 microgrammes. La dernière prise de sang, j'avais 620 lymphocytes. Et la précédente personne a dit que quand on a moins de 700, il y a un risque de LEMP. Est-ce qu'avec un interféron, on peut avoir un risque de LEMP, sachant qu'on ne m'a jamais testé le virus JC? Alors donc le Rebif, c'est de l'interféron bêta, donc c'est un immunomodulateur. Alors pour le coup, ce que disait tout à l'heure le professeur Dupaquier, c'est que on a aujourd'hui 27 ans de recul avec les interférons, donc pour le coup, on est plutôt très rassuré sur les complications, donc que ce soit infectieuses, voire cancéreuses. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, c'est que c'est vrai que c'est pas classique d'avoir si peu de lymphocytes sous Rebif, mais voilà, donc c'est pour ça que c'est probablement que vous êtes à Rebif 22 et pas Rebif 44. Après, donc le fait d'avoir des lymphopénies prolongées, c'est souvent donc ça arrive donc
donc avec ces médicaments, ça ne veut pas du tout dire forcément qu'il y a un risque de LEMP, et pour l'instant, il n'y a aucune LEMP qui a été décrite sous interféron bêta. Après, donc, il faut réfléchir à pourquoi est-ce que vous avez des lymphocytes bas comme ça, mais voilà, globalement, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de risque particulier connu, en tout cas avec l'interféron bêta. Ok. Autre question? Oui, une question là, oui. Oui, bonsoir. Une interrogation sur ce qui apparaissait dans votre diaporama, qui par retour m'amènera à une question sur la situation des femmes. Vous indiquez que dans les facteurs exogènes, il y a, je vérifie, l'hémisphère nord et les questions de migration. Ce qui m'intrigue, puisqu'il me semblait que les questions de prévalence étaient plutôt liées, dans ce que un ensemble d'études, à la distance qui est éloignée de l'équateur, ce qui n'est pas nécessairement l'hémisphère nord dans ces conditions. Donc c'est une première interrogation, mais si mon interrogation est juste, est-ce que l'on a des données qui permettent de voir s'il y a des différences de situation du point de vue de la CEP selon, pour les femmes, selon la zone géographique et notamment l'hémisphère nord, si on prend le contraire de ce que vous aviez dans votre diaporama, ou leur distance par rapport à l'équateur, et ça marque une différence plus ou moins importante entre hommes et femmes. Alors, la prévalence mondiale, on peut être très simpliste, en fait, donc il y a beaucoup de sclérose en plaques dans l'hémisphère nord, il y en a peu dans l'hémisphère sud. 2 exceptions, l'Australie, mais c'est une exception, une fausse exception, parce que c'est tous des bagnards anglais, donc voilà, donc ils viennent de l'hémisphère nord. Originaire d'eux. Et puis donc le Japon qui a une situation un peu particulière. Mais donc vraiment, il y a vraiment une différence. Donc il y a un gradient entre hémisphère nord et hémisphère sud. En sachant qu'il y a donc des grandes discussions sur la latitude, il y a beaucoup de problèmes en plus de méthodologie, parce que donc c'est pareil. Donc s'il n'y a pas de registre de repérer le nombre de malades atteints, on ne sait pas combien il y en a. C'est trivial, mais c'est très important. Et par exemple, il y a des choses qui sont sûres. Il n'y a pas de sclérose en plaques en Afrique noire, par exemple. On n'en voit vraiment jamais, ce qui est quand même tout à fait étonnant. Après, vous dites, donc, est-ce qu'il y a une répartition donc, selon le genre masculin ou féminin, avec la latitude? Vraiment, on n'a pas l'impression, c'est-à-dire que vraiment, vous avez des zones, des pays, des zones géographiques où vous avez beaucoup de sclérose en plaques, et vraiment, donc, le sexe ratio, et c'est valable pour tous les pays du monde, a changé dans une période, mais il n'y a pas des zones vraiment où il y a beaucoup plus de femmes que d'autres. On pense à une des explications, et c'est intéressant, hein, c'est que c'est probablement des habitus de vie qui ont changé. C'est pas seulement une variable. Il y a un magnifique exemple, c'est la Crète. Donc la Crète, donc c'est cette île en grec entre la Grèce et la Turquie, où donc on a observé ça, une augmentation de la fréquence des scléroses en plaques depuis les années 40, et puis deuxièmement, donc cette augmentation du sexe ratio plus pour les femmes que pour les hommes. Et en fait, dans les explications, alors la Crète, je m'excuse, juste un petit point, qui est très intéressant parce que sur le plan génétique, ils sont à peu près pareils. Puis ils bougent pas les Crétois. Puis c'est une population très homogène. Donc c'est vraiment, ça enlève ce côté endogène, si je puis dire. Et donc les Crétois, on s'est aperçu que cette variation, c'était probablement dû au changement de vie des femmes. C'est-à-dire qu'elles passaient plus d'un milieu rural à un milieu urbain, avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire elles travaillent plus, il y a plus de contraception, il y a plus de tabac, il y a... Vous voyez, c'est impossible d'avoir une seule variable, mais c'est probablement, et c'est comme ça probablement qu'il faut raisonner en épidémiologie, c'est-à-dire de prendre des choses plus globales plutôt que de ne prendre qu'un angle, vous voyez, d'attaque qui nous fait dire parfois des bêtises. Une question au fond, madame ? Oui, voilà, je voulais juste simplement pour vous signaler quelque chose aussi, un nouveau phénomène, enfin, qui n'est pas si nouveau que ça. Il y a, je vais depuis à peu près 6 mois, visiter un hôpital qui se trouve dans le Val-de-Marne, où c'est un hôpital d'enfants pour la CEP. Voilà. Donc c'est un hôpital qui marche très bien. Il y a énormément de malades, malheureusement, qui ont 2 ans. Et ça, c'est horrible. Quand on voit ça, voilà. C'est très difficile. Moi, je pleure avant, je pleure après. Et voilà, je tenais à le dire, c'est très difficile. C'est dans le Val-de-Marne. Et voilà. Et c'est très douloureux de voir les enfants, de si petits enfants malades. Voilà. Et nous sommes de nombreux bénévoles à les visiter et à leur apporter quelques friandises ou quelques petites gâteries selon le degré de la maladie. Voilà. Je tenais à préciser ce nouveau type
d'hébergement, on va dire. Voilà, tout simplement. Merci. Une dernière question peut-être, madame? Enfin, deux questions là-bas, sur ma gauche. Merci. Bonjour, moi j'aurais voulu savoir une chose, c'était par rapport aux femmes qui ont eu des enfants et qui ont la sclérose en plaques. Est-ce qu'il y a une retombée au niveau des enfants après derrière? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les patients, les enfants, si je puis dire, dont un des deux parents a la sclérose en plaques, ont une petite augmentation du risque de sclérose en plaques, mais encore une fois, très proche d'une population générale, c'est-à-dire si les deux parents sont indemnes. Il y a une petite augmentation, mais encore une fois, ça ressemble exactement, enfin, on n'est pas très loin de quand le papa et la maman n'étaient pas atteints par la maladie. Merci. Alors c'est compliqué selon la méthodologie, mais voilà, donc petite augmentation du risque. Je fais volontairement voilà, sans donner de chiffres précis. Encore une question aussi. Une dernière question peut-être ici. Oui, madame. Pardon, je suis assez verte dans le domaine de la sclérose en plaques, puisque moi ça fait pas tout à fait un an. J'avais une question en rebondissant sur les facteurs qui pourraient expliquer une augmentation du nombre de femmes par rapport aux hommes, qui pourrait être le travail. Enfin, ça ne veut pas dire qu'avant elles faisaient rien, bien entendu. Est-ce qu'on a des études là-dessus de manière précise? Et ma question est plus globale. Je m'interroge parce que je travaille, savoir combien de femmes qui travaillent ont des postes parfois à responsabilité, sont sous traitement et voilà, ont la sclérose en plaques et qu'on peut suivre. Alors, par rapport à la susceptibilité et le travail, il y a eu beaucoup d'études de fait s'il y a des professions qui étaient plus exposées. Réponse non. Il y a un moment, il y avait tout un raisonnement, en particulier en Angleterre, sur les personnels de santé, les infirmières, les médecins, etc. Et en fait, c'est pas du tout confirmé. Donc vraiment, alors s'il y avait, je sais plus, les tanneurs du sud de l'Italie qui éventuellement avaient un petit, enfin voilà, donc globalement, donc il y avait vraiment pas une profession donc particulièrement touchée. Après, concernant donc le travail et les traitements, c'est vrai que donc certains médicaments qui sont fatigants, je pense aux interférons, le lendemain éventuellement on peut avoir des courbatures, être un peu grippé, donc surtout au début, c'est vrai que c'est parfois compliqué pour certaines professions. Moi, ce que j'observe depuis ces dernières années, c'est qu'on a de plus en plus d'excellents contacts avec les médecins du travail pour essayer d'adapter les postes, c'est-à-dire éventuellement de donner le lendemain matin quand la piqûre a eu lieu la veille. Et je pense que pour le coup, c'est vraiment le message à donner, même en début de maladie, même s'il n'y a pas de gène très visible, si je puis dire, c'est vraiment de mettre tout de suite dans la boucle le médecin du travail pour essayer de trouver des adaptations pour que que le travail soit le plus harmonieux possible. Et c'est pour ça que vous verrez que par exemple, dans tous les centres, les cliniques de sclérose en plaques, c'est-à-dire les consultations multidisciplinaires, maintenant, on a de plus en plus de médecins du travail qui donc donnent des recommandations en disant, voilà, il est préférable de faire moins longtemps, de ne pas travailler la nuit, enfin des petites adaptations, et c'est ce qu'il y a de mieux, si c'est fait tôt, pour essayer, pour le coup, de trouver la meilleure solution. Ok, merci. Merci. Ah, peut-être alors une toute dernière. Un micro, voilà. Une question courte, madame, s'il vous plaît. Merci, ce n'est pas une question, c'est une remarque qui fait un peu la transition avec ce que vous venez de dire ou ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà des traitements, au-delà de la prise en charge médicale, une fois qu'une femme a son bébé, on va dire c'est aussi une occasion de fatigue et c'est une occasion, on va dire, de charge, même s'il y a beaucoup d'autres bonheurs, et que c'est important de dire que dans ce moment-là, notamment, on va dire, le papa et la famille et l'entourage doivent être là et doivent, on va dire, participer et contribuer à la prise en charge, on va dire, du bébé. Parce que sinon, il y a des risques d'épuisement assez rapides et possiblement, on va dire, aussi de dépression, parce que, on va dire, une difficulté à faire face aux différentes charges que ça peut représenter, notamment lorsqu'il y a un travail aussi dans le contexte. Message important pour les papas.